Debout là-dedans. En 493 de notre ère, le petit Ingomar voit le jour. Et en tant que premier fils de Clovis et Clotilde, il fait la joie de ses parents. Ingomar est baptisé à l'initiative de maman et sans l'avis de papa. Car dans les sociétés germaniques de l'époque, l'organisation sociale est matrilénaire, voire matriarcale. Ça signifie que les femmes ont une fâcheuse tendance à prendre des décisions toutes seules. Une petite semaine passe, et Ingomar ne fait plus la joie de ses parents. Parce qu'il est mort. En même temps, le sujet de la vidéo, c'est Clodomir. Et si tu as regardé les vidéos précédentes, tu le sais déjà, ça. Je t'appellerai Ingomar. Clovis, encore païen à cette époque, reprocha à sa femme d'avoir fait baptiser Ingomar. Si l'enfant avait été voué à mes dieux, il vivrait encore. Mais comme il a été baptisé au nom de votre dieu, là, il a pas pu vivre, connasse. Ce à quoi Clotilde, pleine de sagesse et de fromage, répondit: Cette perte n'a pas affecté mon âme de douleur, car je sais que les enfants que Dieu retire quand ils sont encore dans les aubes sont nourris de sa vue. Mais ta gueule. C'est en 495, soit 2 ans plus tard, qu'un nouvel enfant voit le jour. J'aimerais l'appeler à Gravin. Et moi j'aimerais qu'il reste en vie. On va donc l'appeler Clodomir. Ouais, c'est mignon Clodomir. Il y a Clodo dedans. Clotilde décide de le faire baptiser lui aussi, afin qu'il puisse être sauvé en cas de mort prématurée. Oui, à cette époque, la mortalité infantile est telle que c'est le genre de choses auxquelles on songe. Biberon, couche, cercueil. C'est alors que Clodomir tombe malade. Vous l'avez encore baptisé dans mon dos. Non. On aurait pu l'appeler à Gravin du coup. Mais Clotilde, loin de se décourager, et portée par une foi sans faille, décide de prier Dieu par Saint Nectaire et Saint Félicien. Et Clodomir guérit ça. Genre... Il avait la jaunisse, quoi. À la mort de Clovis, en 511, alors que Clodomir a environ 16 ans, je veux un scooter. Il partage le royaume avec ses 3 frères, qui ont respectivement 20, 14 et 13 ans. On distribue donc le royaume des Francs à une bande d'ados attardés. Pléonasme. Clodomir hérite du royaume d'Orléans, taillé dans l'ancien royaume de Syagrius. Situé à cheval sur la Loire, avec comme capitale Orléans, il comporte notamment les évêchés de Tours, Poitiers, sur lequel se dirige une petite dépression. Vers 517, Clodomir épouse Gondioque. Gondioque? Elle est pas morte à la naissance, celle-là? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais pas Gondioque. De son utérus sortiront 3 fils. Thibaut, Gontier et Clodoald. Surtout ne t'attache pas trop à eux, petit inculte. Ni toi, Gondioque. Non mais Gondioque. En 523-524, c'est la guerre. Ah, il va se passer des trucs. Mais pour bien comprendre l'origine de ce conflit, une petite explication s'impose. Sigismond, roi des Burgondes, perd sa femme, Ostrogotha, qui est une Ostrogoth. Ils se sont pas foulés les parents. Du coup, Sigismond se remarie avec Conassa, qui est une connasse. En vrai, on ignore son nom. Mais vous allez voir, c'est bien une connasse. Le fils de Sigismond est Feu Ostrogotha, Sigéric, ciao tutti, est pressenti pour succéder à son grand-père maternel, Théodoric. Calzone. Sigéric pourrait ainsi unifier les royaumes ostrogoths et burgondes, si cela ne représentait pas un obstacle pour les futurs enfants de sa belle-mère. Conassa. Ça va, tu suis, petit inculte? Conassa profite d'un jour de cérémonie pour revêtir les vêtements de la défunte Ostrogotha, ce qui va mettre Sigéric très en colère. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Vexé, Conassa va aller voir son époux pour lui dire que... Comment? Mon fils veut me tuer et s'emparer de mon royaume pour l'unifier à l'Italie? Et Sigismond va la croire. Il profite d'une après-midi où son fils Sigéric est complètement torché pour lui conseiller de dormir et ordonne à 2 de ses serviteurs de l'étrangler avec un mouchoir. Son fils à peine mort, Sigismond regrette son geste. Bah oui, c'était ton fils quand même. Et ce meurtre oblige alors Théodoric, mozzarella, à appliquer une fède. Una feda. La fède, c'est une sorte de vengeance obligatoire. Une connerie pour laver son honneur, quoi. Théodoric doit donc faire la guerre à la Burgondie. Clotilde, la veuve de Clovis, profite de ce conflit pour pratiquer sa fède à elle. Ah, les traditions de l'ancien temps. La chandeleur. Pâques.
La Fed. Clotilde veut venger la mort de son père, de sa mère et de ses 2 frères, de sa famille quoi, massacrés par le père de Sigismond, quelques 40 ans auparavant. Il y en a qui ont la rancune tardive quand même. Clotilde envoie donc ses 3 fils, Clodomir, Childebert, Clotaire, la venger de l'outrage. Au-delà de la vengeance, le royaume des Burgondes c'est un peu le joli morceau qu'il manque aux Francs pour avoir un territoire bien compact. Ça sent mauvais pour le clan des Pétomanes. Ça sent mauvais, Pétomane. Je veux mourir. Les Francs et les Ostrogoths s'accordent pour partager le royaume burgonde en 2 une fois la victoire remportée. Clodomir souhaite aussi qu'une amende de composition ou vergeld soit prévue en cas de non-participation d'une des parties. Comme ça, personne pourra dire qu'il avait piscine. Le souci, c'est que Théodoric a le cul entre 2 chaises. Et ça fait mal. D'un côté, il est tenu d'exercer la Fed, mais de l'autre, il souhaite protéger le royaume des Burgondes qui lui sert de glacis. Un glacis, c'est un terrain découvert généralement aménagé en pente douce. Sûrement pour y faire des parties de ventriglisse. Si! En vrai, c'est pour protéger son royaume des ambitions de conquête des Francs. Donc en gros, le royaume burgonde, c'est son bouclier. Bien emmerdé, Théodoric ordonne donc au duc Tuluin, Crescendo! sûrement son général, de se diriger vers la bataille, mais avec grande lenteur, et de ne se presser qu'en cas de victoire évidente des Francs. Attenzione! Y arrive! Ça va saigner! Vivo per lei! Une alternative au fameux « je peux pas, j'ai piscine ». Après l'écrasement des Burgondes, en même temps ils avaient peu de chances de gagner, les Francs reprochent évidemment aux Ostrogoths d'être arrivés en retard. Bah, il y avait des montagnes sur la route et il était en fauteuil. Je m'en tape, vous paierez l'amende quand même. Mierda! Néanmoins, les Ostrogoths récupéreront, comme prévu, la moitié de la Burgondie. Sigismond, après avoir été détrôné, se réfugie à Saint-Maurice d'Agone, mais finit par être livré aux Francs par son propre peuple. Clodomir, satisfait, rentre alors à Orléans pour retrouver Bobonne. Cependant, le peuple des Burgondes nomme comme nouveau dirigeant le frère de Sigismond, Godomar III. Ce nouveau roi revient en Burgondie à la tête de troupes envoyées par son allié et parent, Théodoric. Il ne veut pas perdre mon bouclier humain. Et il fait massacrer la garnison qu'avaient laissé les Francs en Burgondie. L'abbé Avis de Saint-Mesmin de Missy, tout ça, avertit Clodomir. La Fed va se retourner contre moi? Même pas peur. Du coup, le 1er mai 524, Clodomir fait assassiner Sigismond, tiens, sa femme, et paf, ses fils, et ordonne que leur corps soit jeté dans un puits, comme il avait été fait avec sa grand-mère, la mère de Clotilde, tuée jadis par le père de Sigismond. C'est folklorique. Clodomir se lance ensuite dans une seconde expédition, cette fois contre Godomar III, en compagnie de son demi-frère, Thierry Ier. Mais le 21 juin 524, Clodomir est tué à la bataille de Vézérons, après avoir été trompé par des adversaires qu'il poursuivait. Vas-y En fait, les adversaires s'enfuyaient, et d'un coup, ils se sont retournés. Oh merde. Non, mais vraiment. Conformément à la loi salique, la tête de Clodomir est tranchée et plantée au bout d'une lance, signe d'accomplissement d'une fête. C'est vraiment une belle tradition. Mais une histoire plus glauque encore attend sa descendance. Abonne-toi, mets un pouce, tape la cloche. Petit inculte. Cette perte n'a pas affecté mon âme de douleur, car je sais que les enfants, quand ils sont... Cette perte n'a pas affecté mon âme de douleur, car je sais que les enfants, quand ils... Cette perte n'a pas affecté... Allez, on va y arriver. Ça m'écoeure après tout ce que j'ai bouffé. Punaise.